La Suède et la Finlande font les gros choux de la presse internationale depuis plusieurs semaines. La Suède et la Finlande remettront officiellement leur candidature à l'OTAN main dans la main. Un coup dur pour la Russie. Alors que représentent la Suède et la Finlande pour la Russie? Pour quelles raisons l'OTAN souhaiterait les absorber? Après tout, on parle d'une population combinée de même pas 16 millions de personnes. Dans cette vidéo, on verra quels sont les enjeux autour de cette question et surtout quels obstacles les deux nations scandinaves vont devoir surmonter. Une histoire qui se répète. L'Ukraine, c'est un peu du réchauffé pour la Finlande. Tout comme l'Ukraine, la Finlande a fait partie de la Russie. C'est en 1917 que la Finlande accède à l'indépendance. En 1939, les velléités expansionnistes de Staline le poussent à déclencher l'invasion de la Finlande. La justification ? Le nazisme, encore une fois. La légende de cette photographie, le chien du fasciste aboie. Le chien étant la Finlande, bien sûr. Il incombait donc à Staline de dénazifier la Finlande. Débute alors la guerre d'hiver que l'Union soviétique espérait gagner en quelques semaines. Tout laissait croire qu'elle y parviendrait avec des troupes plus nombreuses, mieux préparées et mieux équipées. Mais, contre toute attente, les Finlandais opposèrent une résistance farouche qui mit l'armée rouge en difficulté. Les Finlandais étaient tout simplement plus à l'aise dans ce climat arctique et pouvaient compter sur des régiments entiers de skieurs. C'est là qu'est née la légende de Simo Häyhä qu'on surnomme la mort blanche, le tireur d'élite avec le plus gros tableau de chasse, 505 éliminations confirmées. Face à l'adversité, les soviétiques ont fini par battre en retraite après 100 jours de combat. Ce qui est moins mis en avant, c'est que la victoire finlandaise est loin d'avoir été écrasante. C'est tout juste si on peut parler de victoire. L'accord de paix qui a été conclu à l'issue de la guerre d'hiver prévoyait, outre le coût humain et matériel, l'équivalent de 6 milliards de dollars d'aujourd'hui en réparation à la Russie. Puis, après une période d'accalmie appelée la Grande Trêve, la guerre reprit jusqu'à l'armistice de Moscou à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. L'autre élément historique passé sous silence, c'est que pour vaincre l'URSS, les Finlandais se sont alliés à l'Allemagne nazie. Alors on comprend qu'il fallait défendre son territoire, quel qu'en soit le prix, mais ça mérite d'être rappelé. Bon, du coup, parmi les concessions finlandaises à l'Union soviétique, Helsinki a dû renoncer à une partie de sa souveraineté territoriale, notamment dans les régions du Nord et de la Carélie. Alors quel bilan on tirait aujourd'hui? Les territoires cédés se sont-ils épanouis au sein de l'URSS? C'est simple, le PIB par habitant en Finlande est de 49 000 $. En République de Carélie, aujourd'hui une province russe, ce PIB par habitant est de 7 000 et quelques dollars. L'espérance de vie moyenne en Finlande est de 81 ans. En Russie, elle est de 73 ans. Et pour ce qui est des inégalités, le coefficient Gini de la Finlande est d'environ 28 points, alors que la Russie marque un score de 35 points. Rappelons que plus il est bas, meilleur c'est. La Finlande bat la Russie dans tous les classements. Les bons, j'entends. D'ailleurs, la cote de popularité de Poutine en Carélie est très basse. La différence de niveau de vie est abyssale de part et d'autre de la frontière. Alors quel est le lien avec l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN ? Un nouveau front pour la Russie. La sécurité est un enjeu de premier plan au sein des sociétés finlandaises et suédoises. Les deux nations préparent activement leur population, militaire comme civile, face au risque d'une invasion. La Suède compte plus de 65 000 abris. Dans certaines provinces suédoises, les maisons ont pour obligation d'inclure des bunkers. Helsinki, la capitale finlandaise, compte pas moins de 5 500 bunkers. En outre, la Finlande et la Suède disposent toutes deux d'armées bien formées et correctement équipées, donc tout à fait adaptées aux exigences de l'OTAN. Mais ce qui constitue l'avantage réel de la Finlande et de la Suède, c'est leur emplacement géographique. La Finlande, la Suède et l'Estonie contrôlent le corridor de la mer Baltique qui débouche sur Saint-Pétersbourg. L'Estonie est déjà membre de l'OTAN, donc si la Finlande y adhère, l'OTAN serait en mesure de bloquer cette route. Il reste encore aux Russes l'enclave de Kaliningrad. Sauf que, juste en face, il y a la Suède, à seulement 330 km à vol d'oiseau. Entre la Suède, dite continentale, et Kaliningrad, on trouve l'île de Gotland. Ces dernières semaines, la Suède y a amassé de plus en plus de troupes. Oui, parce qu'en janvier, donc avant la guerre russo-ukrainienne, des drones non identifiés ont survolé le palais royal à Stockholm et 4 centrales nucléaires suédoises. Puis, 6 barges de débarquement permettant d'acheminer des troupes et des chars ont été déployées du côté russe en face de la Suède. Celle-ci fait donc bien de prendre ses précautions et dire que la Russie voulait éviter que l'OTAN ne l'encercle. À présent, en plus de la Lettonie et de la Lituanie, Moscou devra partager une frontière supplémentaire avec l'OTAN si la Finlande y adhère. Son accès à l'Atlantique est compromis. Toute mise en service d'un sous-marin transportant des ogives nucléaires serait forcément détectée et tous les pays de l'OTAN en seraient immédiatement informés.
Bon, heureusement pour la Russie, tout n'est pas perdu. Elle a toujours accès à d'autres mers comme la mer Noire. Et non, raté. La seule sortie de la mer Noire vers la Méditerranée, c'est via le détroit du Bosphore en Turquie, la seconde plus grosse armée de l'OTAN. La Russie est donc sur le point de perdre le contrôle de tous ses points d'accès à la mer, du moins sur le front occidental. Et comme si c'était pas déjà assez grave, à l'écran, la péninsule de Kola. On estime que c'est la zone avec le plus de silos nucléaires au monde. C'est là que la Russie est susceptible d'avoir entreposé la quasi-totalité de son arsenal nucléaire. Pareil pour ses bases aériennes. Selon Caspian Report, toutes ces bases militaires seraient reliées par une seule ligne de chemin de fer. Il suffirait d'une attaque bien préparée et la quasi-totalité de la force de dissuasion russe serait anéantie. Jusqu'à présent, les Russes ne s'en étaient pas préoccupés. La menace finlandaise n'était pas prise au sérieux. Mais si la Finlande adhère à l'OTAN, le risque est tout autre. Alors évidemment, la Russie disposera toujours d'ogives nucléaires, mais si elle y a recours, il lui sera plus difficile d'aller puiser dans ses stocks. Donc que peut faire la Russie pour empêcher l'adhésion de la Finlande à l'OTAN ? Une réaction tardive. On entend très souvent que l'invasion russe de l'Ukraine est une réaction à l'élargissement de l'OTAN. La vérité, c'est que ce sont les pays qui se sentent menacés par Moscou qui sautent le pas et posent leur candidature à l'adhésion. Une demande d'adhésion qui n'est pas approuvée automatiquement. Et puis, entre le moment où les pays formulent leur demande et que leur adhésion soit effective, ils seront particulièrement exposés. La Russie menace de représailles militaro-techniques en réaction à la candidature de la Finlande à l'OTAN. Est-ce que la Russie peut réellement mettre ces menaces à exécution ? Comment s'y prendrait-elle ? En principe, Moscou pourrait viser des sites stratégiques comme des centrales électriques, des tours télécoms ou carrément mettre à bas l'économie finlandaise. Sans le soutien de l'OTAN, la Finlande ne serait pas en mesure de se défendre. Ou peut-être pas que si. Le Royaume-Uni conclut un nouvel accord de sécurité avec la Suède et la Finlande. Vous m'entendrez pas souvent dire du bien du Premier ministre britannique, mais cette fois-ci, il a été particulièrement agile. Boris Johnson a engagé le soutien du Royaume-Uni à la Suède et à la Finlande en cas d'attaque extérieure. Si Moscou lance une attaque, Londres répondra, et le Royaume-Uni est une puissance nucléaire. D'ailleurs, d'autres pays lui ont emboîté le pas, comme la Pologne ou les États-Unis. La fenêtre d'opportunité pour la Russie est déjà refermée. Sans même avoir définitivement adhéré à l'OTAN, la Finlande et la Suède comptent déjà sur le soutien de deux puissances nucléaires. Du coup, il reste à la Russie le champ de bataille économique. Le Kremlin a déjà annoncé qu'il cessait toute livraison de gaz à la Finlande. La situation est très délicate pour l'économie finlandaise, le pays ne risque plus d'être rayé de la carte. C'est pourquoi le discours du Kremlin a fait volte-face en l'espace de quelques jours. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, déclare que l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN ne fait pas grande différence. Alors, a priori, on penserait la faire plier et l'intérêt de cette vidéo serait très limité. Sauf que dans les relations internationales, rien ne se passe jamais comme prévu. Des négociations ardues. L'adhésion à l'OTAN suppose l'approbation unanime de ses membres. Sauf qu'il y a deux pays qui n'adhèrent pas au consensus, la Hongrie et surtout la Turquie. Erdogan turc conditionne l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN à l'extradition de terroristes. C'est pas nouveau, la Turquie voue une lutte sans merci à sa minorité kurde. La Turquie a ajouté plusieurs organisations kurdes sur sa liste de groupes terroristes, dont 33 membres ont pu bénéficier de l'asile politique en Suède et en Finlande. Or, les deux pays scandinaves refusent de les extrader. La Turquie interprète officiellement ce refus comme un appui tacite à des organisations terroristes. C'est donc cette justification que la Turquie a donnée pour s'opposer à l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. Et aux Kurdes, faut ajouter les partisans de Fethullah Gülen, un opposant politique d'Erdogan que ce dernier accuse d'avoir fomenté le coup d'État manqué de 2016. Après, il est fort probable que ce ne soit qu'un prétexte. Ankara s'est mise Washington à dos après avoir acquis des systèmes de défense anti-aérienne russes S-400 pour leur hostilité contre la Grèce en mer Égée et pour son implication en Libye, en Syrie et dans le Haut-Karabakh. Du coup, l'ex-empire ottoman s'est fait exclure du programme F-35 auquel il avait pourtant contribué. Erdogan fait usage de son veto pour obtenir des concessions de la part de l'administration Biden, une stratégie payante. La Turquie confirme que le Royaume-Uni a levé l'embargo sur les exportations de défense. Du coup, c'est au
tour de la Grèce de s'inquiéter. La possibilité que la Turquie puisse acquérir un des chasseurs furtifs les plus performants ne la rassure pas. Et en plus des F-35, l'administration Biden n'est pas non plus défavorable à la livraison de 40 F-16 de dernière génération, mais ce sera le Congrès qui aura le dernier mot. Et on n'est pas à l'abri d'une autre surprise. Outre la Hongrie, la Croatie aussi pourrait poser son veto. En fait, le pays fait face à une crise politique interne qui oppose l'exécutif dirigé par le président Milanovic à la majorité parlementaire issue de l'opposition et en faveur de l'adhésion. Ce vote devrait avoir lieu sous peu. On verra si la Turquie et la Hongrie, et dans une moindre mesure la Croatie, s'obstineront ou si elles souhaitent simplement tourner cette situation à leur avantage. Vous avez un avis sur la question ? Si oui, partagez-le, ça nous est super utile. Et comme on dit en finlandais, hyvä sti.